Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Pour cette vidéo consacrée à la fiscalité des entreprises, j'ai le plaisir d'accueillir Clara, grande spécialiste en matière de fiscalité des entreprises, et nous avons retenu ensemble quelques thèmes de la loi de finances, les thèmes majeurs, loi de finances pour 2026, et nous allons commencer par ce premier sujet, non des moindres, la contribution exceptionnelle à titre temporaire qui est prévue à la charge des grandes entreprises. Clairement une visée de rendement budgétaire. Clara, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette contribution? Bonjour à tous, bonjour Béatrice. Alors on commence effectivement avec cette mesure qui est la prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire qui a été instituée l'année dernière par la loi de finances pour 2025, qui avait vocation à s'appliquer au titre d'un seul exercice. Le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et finalement, la loi de finances pour 2026, elle vient proroger d'un exercice complémentaire cette contribution puisqu'elle s'appliquera au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Bien, et je crois qu'il y avait eu un certain nombre de débats, des débats même nourris au Parlement sur les taux applicables en matière de contribution exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il en est exactement en définitive? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, le projet de texte originel prévoyait de proroger la contribution, mais en contrepartie de diviser par deux ses taux d'application. Et finalement, il n'en est rien. On va rester sur les mêmes taux, 20,6% ou 41,2% en fonction du chiffre d'affaires réalisé. La seule vraie différence significative, c'est qu'on va rehausser le seuil de chiffre d'affaires d'entrée au titre du deuxième exercice d'application à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires versus 1 milliard d'euros l'année dernière. D'accord. Donc, immanquablement, cette mesure qui est faite pour préserver notamment certaines ETI va avoir des répercussions sur le rendement budgétaire de la taxe. Absolument. Il faut savoir que pour la première année d'application, on s'attend à un rendement budgétaire de l'ordre de 8 milliards d'euros. Et finalement, avec ce rehaussement du seuil à 1,5 milliard d'euros, on serait plutôt autour de 7,3 milliards d'euros. Pour le reste, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, quelles sont les entreprises concernées? Je vous propose que, par simplification, on parte d'une hypothèse de clôture au 31 décembre. Donc, j'ai payé la contribution exceptionnelle en 2025. Je la paierai en 2026 si mon chiffre d'affaires excède, pour l'exercice 2026, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et pour le coup, on va retenir les mêmes modalités d'appréciation. C'est-à-dire qu'on va raisonner en franco-français. On va tenir compte du seul chiffre d'affaires français. Si on est en intégration fiscale, on va raisonner au bord de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va agréger les chiffres d'affaires de toutes les entités du groupe pour apprécier ce seuil. Et puis on va faire un ajustement pro rata temporis si on a un exercice qui excède 12 mois ou qui est inférieur à 12 mois. Alors, petite particularité à garder qui ne vient pas en fait de la finance pour 2026, mais des commentaires administratifs au BOFIP qui ont été publiés cet été par l'administration. L'administration, elle a précisé un certain nombre d'éléments et elle a notamment précisé ce qu'il fallait entendre par chiffre d'affaires et elle a retenu une exception plus large que d'habitude, notamment s'agissant des produits financiers. Donc ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. Donc ça, c'était pour l'appréciation du chiffre d'affaires. Sur l'assiette, ça ne change pas non plus par rapport à l'année dernière, puisqu'on va prendre une assiette qui correspond à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de N et N-1, donc si je reprends mon exemple, de 2026 et 2025. Et donc on va partir des résultats imposables. On va appliquer les différents taux d'IS, donc le taux moyen standard de 25%, ou alors le taux de 19%, ou même le taux de 10% si on a un IP Box. Et on va calculer un impôt brut. Pourquoi je parle d'impôt brut? Parce que on va calculer cet impôt avant imputation de tout crédit d'impôt, réduction d'impôt ou créance fiscale de toute nature. Alors là, j'ai une question immédiatement. Si on laisse de côté les crédits, réduction d'impôts et créances fiscales, qu'en est-il des éventuels déficits dont disposent les entreprises qui seraient concernées par cette contribution? Alors là, pour le coup, on pourra imputer les déficits si on en a. Donc ça, c'était pour l'assiette. Pour le taux, comme je vous le disais, rien ne change, puisqu'on va raisonner comme l'année dernière. Toujours sur deux exercices, donc N et N-1, toujours dans mon exemple avec une clôture au 31-12. Si en 26 et en 25, je suis, pour les deux exercices, en deçà de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors je me verrai appliquer la contribution exceptionnelle au taux de 20,6%.
ce qui me donnera un taux effectif d'imposition de 30,98% en tenant compte de la contribution de 3,3. En revanche, si je dépasse ne serait-ce qu'une fois, donc soit en 26 soit en 25, et les deux évidemment aussi, ce seuil de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors là, je me verrai appliquer la contribution avec un taux majoré de 41,2%, et ce qui me donnera un taux effectif d'imposition de 36,13%. Ça ne change pas non plus ma contribution exceptionnelle, elle ne viendra pas en déduction de mes résultats imposables. Je ne pourrai pas m'en acquitter avec un crédit d'impôt ou une créance fiscale. Petite dérogation qui résulte des commentaires au BEFIP, on pourra éventuellement imputer certains crédits d'impôt étrangers. Sur les modalités de paiement, ça ne change pas non plus, puisqu'on a toujours ce mécanisme d'acompte obligatoire et très substantiel de 98% du montant de la contribution estimée. Il faudra la payer en même temps que le dernier acompte d'IS. Alors justement, pour illustrer tout ça, tu nous as préparé des chiffres illustratifs de ce changement très technique. Exactement. Alors on a un premier tableau qui n'est pas un exemple à proprement parler, mais qui en fait va mettre en évidence les taux effectifs d'imposition qui vont découler de l'application de cette contribution exceptionnelle. Et ce tableau, il tient compte de plusieurs paramètres. Il tient compte du taux de la contribution elle-même. Est-ce que c'est 20,6% ou 41,2% en fonction que mon chiffre d'affaires excède ou non en 26 et en 25 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On tient compte aussi des différents taux d'impôt sur les sociétés qui peuvent s'appliquer. Donc droit commun 25%, mais aussi potentiellement 19% ou 10% pour l'IP Box. Et puis, on a intégré les incidences de la contribution de 3,3. Oui, alors on a également, tu nous as préparé des 4 scénarios distincts Absolument. pour figurer les différentes évolutions du chiffre d'affaires en 25 et en 26. Tout à fait. Alors, on ne va pas descendre les exemples. Il y a 4 hypothèses. Et l'idée, c'est vraiment de garder en tête le mécanisme, d'abord pour la détermination du taux. Comme je vous le disais, on raisonne sur n et n-1, donc toujours avec mon hypothèse de clôture au 31-12 en 26 et en 25. Et on le voit dans mon hypothèse numéro 1, si je dépasse en 26 les 3 milliards, même si j'étais en deçà en 25, eh bien j'aurai le taux de 41,2%. Deuxième étape, déterminer mon assiette. Et donc ça, je vais faire la moyenne de mon IS brut 2025 et 2026, et avec un point d'attention sur mon premier exemple, où je suis, mettons, bénéficiaire en 25 et déficitaire en 26, eh bien la contribution, elle est ainsi conçue qu'en fait, je vais me retrouver à payer ma contribution exceptionnelle sur la moitié de mon IS 2025. Très bien, mais alors, donc on a tous compris, on a une entrée, un seuil d'entrée dans la taxe qui est rehaussé. Est-ce qu'on a éventuellement un mécanisme qui permet d'atténuer l'entrée dans l'imposition de cette contribution? Absolument. On avait des mécanismes de lissage qui avaient été mis en place par la loi de finances pour 2025. Et là, la loi de finances pour 2026, elle vient tenir compte de cette hausse du seuil d'entrée à 1,5 milliard. Et donc, on a la création d'un mécanisme de lissage ad hoc qui va s'appliquer quand mon chiffre d'affaires sera entre 1,5 milliard et 1,6 milliard. Dans ce cas-là, je vais avoir une petite formule de calcul pour calculer le taux d'application de la contribution, l'idée étant toujours d'éviter un effet de seuil trop brutal. Alors, point d'attention, ça c'est pour l'hypothèse où je suis entre 1,5 et 1,6 milliard. Si je suis entre 3 milliards et 3,1 milliards, là pour le coup, on va appliquer le mécanisme de lissage qui était prévu en 25 et qui est reconduit pour 26, sachant qu'en plus, potentiellement, on pourra bénéficier des tolérances administratives un peu plus souples qui ont été apportées au BOFI par l'administration cet été. Très bien. Merci Clara pour cette contribution exceptionnelle et temporaire qui connaît des jours nouveaux sur 2026. L'avenir nous dira ce qu'il en est pour les années qui suivent. Nous passons au thème suivant qui concerne un mécanisme du taux d'intérêt limite. Il s'agit là de déterminer, c'est une mesure plutôt favorable, de déterminer le maximum admis en déduction des bénéfices imposables au titre des intérêts versés par l'entreprise. Alors Clara, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Alors c'est une mesure intéressante et qui concerne en fait la déductibilité des intérêts qui sont versés par une entreprise à un associé minoritaire. Quelques éléments de contexte, vous le savez, il y a différents mécanismes qui viennent encadrer la déduction de la limitation des intérêts versés par une entreprise et en tout premier lieu, le mécanisme dit du taux d'intérêt limite qui est prévu à l'article 39.1.3 du Code général des impôts. En vertu de ces dispositions, les intérêts que moi, entreprise, je verse à mes associés
sont admis en déduction de mes résultats imposables, mais dans la limite de ce qu'on appelle un taux plafond. Et ce taux plafond, il correspond de façon très concrète à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens des intérêts qui sont pratiqués par les établissements bancaires lorsqu'ils consentent des prêts à taux variable à des entreprises pour une durée minimale de 2 ans. Donc ça, c'est des taux qui sont en fait mis à jour tous les trimestres. Donc ça, c'est le principe. Par dérogation, et s'il est supérieur, et dans certains cas, je vais pouvoir me prévaloir d'un taux dit de marché. Et ça marchera pour les intérêts qui sont versés à une entreprise liée. Ce taux dit de marché, en fait, c'est très concrètement le taux que moi, entreprise emprunteuse, j'aurais pu obtenir d'un établissement financier indépendant dans des conditions analogues. Et ce sera à moi d'apporter la charge de la preuve que le taux pratiqué est un taux de marché. Et cette preuve, je pourrais l'apporter par tout moyen, sachant que de surcroît, on a une jurisprudence du juge de l'impôt qui s'est assouplie ces dernières années sur les modalités de preuve de ce taux de marché. Très intéressant et favorable. Mais alors donc, si l'on peut se prévaloir de ce taux de marché, si il est supérieur pour les prêts consentis par des entreprises liées, là on touche à une notion fondamentale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion d'entreprise liée? Absolument, et pour le coup, c'est une définition qui est très strictement encadrée par le législateur, puisqu'elle est prévue à l'article 39.12 du Code général des impôts, et qui peut se trouver dans 2 cas de figure. On peut avoir des liens de dépendance dans une situation bilatérale ou des liens de dépendance dans une situation triangulaire. Premier cas de figure, situation bilatérale, c'est quand j'ai une entreprise qui en détient une autre directement ou par personne interposée pour plus de 50% du capital social, ou alors qui exerce de fait le pouvoir de décision. Donc ça, c'était la première hypothèse. Deuxième hypothèse, situation triangulaire. J'ai 2 entreprises qui sont contrôlées selon les mêmes modalités que celles que j'en ai exposées par une même entreprise tierce. Et donc aujourd'hui, avec cette lecture d'entreprise liée au sens du 39.12, les intérêts que moi, entreprise, je versais à un associé minoritaire et n'exerçant pas en fait le pouvoir de décision, eh bien ne pouvaient pas bénéficier de ce taux de marché, y compris s'il était supérieur. Et c'est précisément ce que vient amender la loi de finances pour 2026, en prévoyant que je vais pouvoir me prévaloir de ce taux de marché, y compris de manière nouvelle, lorsque les intérêts seront versés à un associé minoritaire n'exerçant pas de fait le pouvoir de décision. Alors, précision très importante, et ça a été précisé expressément au cours des débats parlementaires, cette faculté ne vaut que si mon associé minoritaire est une entreprise. Donc ça ne vaudra pas si mes intérêts sont versés à une personne physique. Et donc la mesure, elle va s'appliquer avec une petite rétrospectivité fiscale, puisqu'elle va concerner l'exercice clos depuis le 31 décembre 2025. Très bien, merci Clara. Une mesure donc favorable. Absolument. Nous passons à la suivante qui concerne les titres de participation et plus particulièrement cette mesure prévue dans la loi de finances pour 2026 qui aménage le régime du long terme. On parle ici des modalités d'imposition des plus-values réalisées sur la cession de titres de participation. Peux-tu nous en dire plus? D'où part-on et quelle est la portée exacte de la mesure? Alors c'est une autre mesure qui est favorable et qui, pour le dire simplement, mais on va développer ensuite, vise à instituer une présomption légale et irréfragable d'éligibilité au régime des plus-values à long terme de certains titres. Vous le savez, le régime fiscal des plus-values à long terme, il est très intéressant puisqu'il permet de bénéficier d'une taxation réduite à l'imposition d'une quote-part de frais et charges de 12%. Alors comment on peut bénéficier de ce régime du long terme? Il y a 2 conditions essentielles qui doivent être remplies. D'abord, les titres doivent être détenus depuis plus de 2 ans au moment de la cession. Et puis surtout, il doit s'agir de titres de participation. Alors schématiquement, on considère qu'il y a 2 grandes familles de titres de participation. Ceux qui revêtent ce caractère au plan comptable et ceux qui sont considérés comme tels par la loi fiscale. Première catégorie, ceux qui revêtent ce caractère au plan comptable, en fait, c'est ceux qui répondent à la définition comptable de titres de participation, c'est-à-dire les titres dont la possession durable est estimée utile à l'entreprise, soit parce qu'elle lui permet d'exercer une influence sur les maîtrises, soit parce qu'elle lui permet d'en assurer le contrôle. Et on a une présomption comptable de titres de participation pour les titres qui représentent plus de 10% du capital de l'émettrice. Donc ça, c'était la première grande catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont considérés comme tels par la loi fiscale. Alors là, c'est un petit peu plus singulier puisque
Ça concerne essentiellement les titres qui ont été acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, et surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus, les titres qui ouvrent droit au régime des sociétés mères, à condition de détenir plus de 5% des droits de vote, étant précisé que ces titres-là devront de surcroît être comptabilisés soit dans le compte titre de participation, soit dans une subdivision d'un autre compte de bilan correspondant à leur qualification comptable, et c'est le compte titre relevant du régime des plus-values à long terme. En parallèle, on a une jurisprudence du Conseil d'État qui a été reprise par l'administration de ses commentaires au BOFIP, qui vient indiquer de manière expresse que ces titres, donc considérés comme des titres de participation par la loi fiscale, à partir du moment où je les comptabilise dans cette subdivision spéciale titres relevant du régime des plus-values long terme, en faisant ça, je prends une décision de gestion qui est opposable, qui m'est opposable et qui est opposable à l'administration. Et donc, c'est une présomption irréfragable qui ne peut pas être remise en cause. En revanche, si je comptabilise des titres, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans le compte titre de participation, on va considérer qu'il s'agit d'une présomption simple de leur exacte qualification. Et donc, qui dit présomption simple dit que l'administration peut venir remettre en cause cette qualification comptable et que moi, dans ce cas entreprise, je ne pourrais rien faire pour m'opposer à leur qualification. Et donc, en pratique, ça veut dire que je peux perdre le bénéfice du régime des plus-values long terme, y compris si mes titres, je les avais acquis dans le cas d'une OPA ou d'une OPE, ou qu'ils ouvraient droit au régime mère-fille, et que j'avais plus de 5% et droit de vote. Eh bien, ce que vient faire la loi de finances pour 2026, c'est d'inscrire clairement dans le Code général des impôts que cette seconde catégorie de titres, donc les titres acquis dans le cas d'une OPA ou d'une OPE, ou qui ouvrent droit au régime mère-fille et dont je détiens plus de 5% des droits de vote, je pourrais les inscrire à une subdivision spéciale de compte de titres, quelle que soit leur qualification comptable. Fondamental. Donc cette inscription dans une subdivision particulière, quelle est sa conséquence très pratique et immédiate? Alors la conséquence très pratique et immédiate, c'est qu'ils vont bénéficier d'une présomption irréfragable pour l'application du régime du long terme qui ne pourra pas être remise en cause. Et en fait, l'idée, c'est de sécuriser l'application de ce régime du long terme pour des titres dont la qualification comptable pourrait être remise en cause. Et là encore, c'est une mesure qui est appliquée avec une petite rétrospectivité puisque ça va concerner l'exercice clos depuis le 31 décembre 2025. Merci Clara, une mesure favorable, une clarification de la connexion fiscalo-comptable. Absolument. Et on termine cette vidéo avec un dernier sujet, la CVAE. Donc on est ici sur une séquence un peu particulière, vivra, vivra pas, à quel taux et jusqu'à quand. Bon, le suspense a été à son comble, et finalement, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Alors, rien ne change. Rien ne change. On va rester strictement sur ce qui avait été fixé par la loi de finances pour 2025. On garde le même calendrier de suppression progressive avec un objectif de suppression totale au 1er janvier 2030. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle? On vous en parle pour lever toute ambiguïté puisque le projet de texte initial, vous vous en souvenez peut-être, prévoyait de revenir sur ce calendrier pour l'accélérer avec une baisse des taux significative dès 2026 et un objectif de suppression totale au 1er janvier 2028. Finalement, il n'en est rien puisque la mesure elle a été purement et simplement supprimée du projet de texte au fil des débats. Et donc, on reste comme ce qui avait été prévu l'an dernier, avec un taux marginal de CVAE qui va rester fixé à 0,28% en 2026 et en 2027. En 2028, il sera abaissé à 0,19%. En 2029 à 0,09%. Et si tout va bien, mais ça on ne peut pas s'engager, une suppression totale au 1er janvier 2030. Oui, mais alors on n'a pas complètement tout oublié de ce qui s'était passé l'an dernier. On avait une cotisation supplémentaire. Qu'en est-il du fait de ce rien ne change, dans tout change? Alors cette contribution exceptionnelle de CVAE, en fait, elle avait vocation à maintenir le taux marginal de CVAE à 0,28% en 25 pour tenir compte du fait que, en fait, comme cette année, la loi de finances pour 2025 n'avait pas pu être adoptée au 31 décembre 2025. Donc c'était juste un petit patch, un petit expédient pour maintenir le taux à 0,28%. On n'en a pas besoin cette année. Donc il n'y a plus de contribution exceptionnelle, mais par contre, on va avoir un taux à 0,28%. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Clara, pour tous ces commentaires, ces illustrations, ces explications sur des sujets très techniques.
et qui concerne la fiscalité des entreprises. Merci à toutes et à tous pour votre attention.